Axel Brodier-Dolino, historienne au CNRS, directrice de recherche au Centre Norbert Elias à Marseille. Je travaille sur l'histoire de la pauvreté-précarité au XIXe et au XXe siècle, et en particulier sur les associations de solidarité, les formes de pauvreté, les politiques de lutte contre les exclusions. Les deux mots sont importants, voyage et utopie, et d'ailleurs souvent ils ont été associés dans la littérature sur l'utopie. Par exemple, Étienne Cabet écrit un voyage en utopie et beaucoup de récits d'utopie prennent des formes de récits de voyage. En fait, le voyage, c'est l'idée de dépaysement, de décentrement dans le temps, dans l'espace, d'aller découvrir un ailleurs, de s'évader, une dimension de plaisir aussi, si vous pensez à l'invitation au voyage de Baudelaire, de découverte d'autres choses. Et donc là, pendant 5 jours, il y a un festival à Marseille qui invite à cette opération de décentrement spatial et temporel pour aller découvrir autre chose et mieux se réinterroger. D'autre part, le terme d'utopie. Alors, le terme d'utopie, comme le voyage, ça relève du rêve. Étymologiquement, ça vient de utopos, et en fait, ça n'est pas un lieu, c'est le lieu c'est le nulle part. C'est le lieu qui se trouve nulle part, et donc en fait, c'est un lieu imaginaire avec une volonté de représenter, de forger une société idéale, de la pensée qui soit parfaite au plan économique, social, culturel, etc. Et une société sans injustice. C'est un terme qui a été forgé par Thomas More en 1516, et en fait Thomas More utilise souvent le terme d'utopie, mais il utilise parfois aussi le terme d'utopie, qui est un petit peu différent, qui lui n'est pas un non-lieu, mais qui est le lieu du bien, le lieu du bon, le lieu de la société idéale. Et donc en fait, réfléchir sur l'utopie, c'est réfléchir sur une société sans injustice ou avec le moins d'injustice possible, une société où tout le monde soit bien, une société idéale. Moi, je travaille sur les associations de solidarité, de lutte contre la pauvreté, et elles cherchent à faire advenir ce monde meilleur. Elles sont ou bien dans l'utopie, ou bien dans cette utopie qui vise à parfaire le monde et à se faire en sorte que les utopies puissent devenir réelles. Alors, par exemple, j'ai travaillé sur Emmaüs, sur l'histoire d'Emmaüs, et l'abbé Pierre, en fait, quand on revisite son parcours à l'aune de la notion d'utopie, l'abbé Pierre est un grand utopiste. Il a milité dès les années 40 pour l'objection de conscience, à une époque où c'était inconcevable que les hommes puissent refuser d'aller faire la guerre. L'objection de conscience sera légalisée dans ces mêmes années 40, où le monde est pacifiste, et lui aussi, enfin, après la Seconde Guerre mondiale, lui aussi est un grand pacifiste. Il va soutenir la mobilisation de Gary Davis, qui rend ses papiers d'identité américains pour se déclarer citoyen du monde. Ça aussi, c'est une grande utopie, qu'il n'y ait plus de nationalité, d'opposition entre les nations, mais un monde en fait sans frontières. L'abbé Pierre, c'est aussi un grand, non pas inventeur, mais c'est quelqu'un qui a remis sur le métier l'utopie communautaire, qui est une des grandes utopies historiques. Et aujourd'hui, tout le monde connaît les communautés Emmaüs, qui sont devenues ces communautés de compagnons qui travaillent pour faire du surplus financier pour des plus malheureux qu'eux, pour le tiers-monde, la France, etc., enfin les pays en développement. Et donc ça, à nouveau, c'est une utopie d'un monde meilleur. Et l'abbé Pierre était aussi un très grand militant altermondialiste dès les débuts. Et le slogan de l'altermondialisme, c'est « Un autre monde est possible ». Donc à nouveau, on est dans l'utopie. Et au-delà d'Emmaüs et de l'abbé Pierre, en fait, la notion d'utopie et d'utopie, elle traverse l'ensemble des associations de solidarité de lutte contre la pauvreté. Par exemple, est-ce que c'est une utopie d'éradiquer la pauvreté en France et dans le monde? Est-ce que c'est une utopie de créer un droit au logement, un droit au revenu, un droit aux soins de santé? Ça l'a très longtemps été. Aujourd'hui, ça a été légalisé par la force des associations. Est-ce que c'est une utopie d'avoir un monde décent pour tous, un logement décent, un revenu décent, une vie décente? Ça aussi, c'est des grandes utopies, des grands horizons d'attente sur lesquels les associations travaillent, qu'elles visent à mettre en œuvre, et donc des utopies qui deviennent petit à petit réalité. La philosophie, elle nous aide à penser ce qu'est une utopie. L'histoire nous montre les utopies passées, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi. La sociologie et l'anthropologie nous analysent les utopies d'aujourd'hui. La géographie, qui est la science des lieux, analyse non pas à la fois ces non-lieux et ces lieux, c'est-à-dire comment les utopies se concrétisent dans l'espace. Et donc en fait, en une seule discipline, vous ne pouvez pas aborder la notion d'utopie. C'est profondément par cette approche pluridisciplinaire, dans le temps et dans l'espace, dans les idées et dans la pratique, qu'on aborde de façon la meilleure possible l'idée d'utopie. Un intellectuel, tout simplement, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui a une méthode, qui a une expertise dans son domaine, qui a acquis des connaissances, qui a lu et qui essaye de s'engager dans la cité pour transmettre ses connaissances, pour défendre des positions scientifiques
pour faire comprendre le monde d'aujourd'hui, les phénomènes, ses causes et ses conséquences. Et donc les sciences sociales, comme les autres sciences, notamment les sciences de l'écologie, les sciences de l'environnement, sont des éclairages informés sur le monde, sont des sortes de lumières pour émanciper les individus et les citoyens, pour les aider à mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent, pour mieux agir dessus, pour aussi être des alertes, des garde-fous et pour être des penseurs et des acteurs qui rappellent comment construire ce monde meilleur qu'appellent l'utopie et l'utopie. Je vous en propose deux. La grande historienne qui a pensé l'utopie au 19e et au 20e siècle, c'est Michèle Rio-Sarcey. Et par exemple, elle a écrit beaucoup d'ouvrages sur le sujet, mais là, par exemple, vous en avez un petit qui est un dictionnaire des utopies qu'elle a co-dirigé avec deux collègues et donc qui est accessible pour tout le monde pour vulgariser ces différentes utopies qui ont eu lieu à travers l'histoire. Et d'autre part, beaucoup plus contemporain, des auteurs que j'aime beaucoup, pour en finir avec ce vieux monde, si ce n'est pas une utopie, aux éditions Utopia, si ce n'est pas de l'utopie, coordonné par Thomas Coutreau, David Flachet et Dominique Méda, qui montrent en fait les voies d'un monde meilleur en termes de travail, d'écologie, de vie décente, etc.